Alors, avant de démarrer avec le cœur de la rencontre, on a des petites notes logistiques à vous communiquer. Donc, la séance d'abord sera enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, ben, vous coupez votre vidéo. Les micros des participants et participantes doivent être coupés pour ne pas créer d'interruption dans le cadre des autres présentations. Ce sera interactif, on y tient beaucoup. Vous pourrez ainsi poser vos questions à certains moments précis de la réunion. On vous indiquera à quel moment envoyer vos questions pour ne pas être débordé, puisque j'imagine qu'on aura des centaines de questions, évidemment. Nous avons également le plaisir, et ça c'est formidable, il faut quand même le noter, on a le plaisir d'accueillir 2 traductrices en langue des signes pendant cette session. C'est une première pour le GAMS et on espère d'ailleurs qu'il y aura d'autres initiatives et institutions qui suivront cet exemple pour être en toute inclusion. Alors pour revenir au cœur de cette rencontre, son but est de faire le constat de l'ampleur des violences qui sont faites aux femmes dans un contexte migratoire et de voir aussi comment on peut améliorer l'accès aux services pour des femmes qui cumulent une série de discriminations. Alors l'après-midi sera découpé en 2 grandes parties. Une première partie avec des experts de terrain. Une deuxième partie, on fera une toute petite pause entre les deux, 5 minutes, avec des politiques qui pourront répondre directement à vos questions et aux recommandations qui vont leur être formulées. Alors je vais tout de suite laisser la parole sans plus tarder à Fatimetou Sow. Alors Fatimetou, vous êtes journaliste. Vous êtes mauritanienne, vous êtes reconnue réfugiée, vous travaillez aujourd'hui dans un home comme aide animatrice et vous avez été formée comme relais communautaire dans le cadre du projet Access. Je vous laisse la parole et la possibilité de faire cette présentation qui va durer 15 petites minutes. Merci, chère consoeur. Bonjour à tous. Donc, grâce au GAMS, le projet Access a vu le jour avec, bien entendu, l'appui de plusieurs partenaires, dont Médicos del Mundo, Forward. Les femmes migrantes sont confrontées à beaucoup de violences, telles l'exclusion, le mariage forcé, les barrières de la langue, la discrimination, ainsi que le racisme. Ces violences peuvent être la raison de leur fuite. Elles sont également confrontées au viol pendant leur trajet. Plusieurs femmes sont aujourd'hui vendues en Libye, en prison au Maroc, voire en Espagne. Et ces violences ne s'arrêtent pas une fois en Belgique, puisque ces personnes sont confrontées aux difficultés telles que les papiers, l'insertion. Donc, nous sommes là, le GAMS est là, ses partenaires sont là pour faciliter l'accès à la prévention, la protection et surtout soutenir ces femmes migrantes. Et cela commence avec la formation de relais communautaires, les campagnes de sensibilisation, le soutien en ligne et sensibilisation au sein des communautés concernées. Nous avons 19 relais communautaires dans 3 grandes villes, Bruxelles, Liège et Anvers, et avons également formé 250 professionnels. Nous sommes également présents en ligne avec notre site web www.ui-access.eu. Vous avez accès également à la cartographie du service de soutien, les infos générales sur le projet, le soutien en ligne avec les bénévoles qui chattent avec les concernés aux besoins. Vous y trouverez également 4 vidéos qui reflètent 4 émotions, à savoir la peur, le dégoût, le stress et la douleur. Je vous laisse en visionner une et je vous retrouve juste après. J'attends une fille, je suis heureuse, mais mon cœur est triste. Et si elle devait vivre ce que moi j'ai vécu? Ma fille a 7 ans, l'âge de mon excision. J'ai peur, je revois ce que j'ai vécu. Je ne veux pas qu'elle ressente cette douleur. Comment la protéger? J'ai entendu parler du mariage arrangé d'une fille de notre communauté. Cela m'a fait paniquer.
Je l'ai vécu. Et bientôt ma fille sera en âge. On veut le meilleur pour nos enfants. On veut qu'ils aient une bonne vie, qu'ils puissent s'épanouir. J'appartiens à une communauté, c'est bien. Nous sommes solidaires, soudés, on s'entraide. Ma communauté est au centre de ma vie. Je ne peux pas l'éviter. Elle me dit ce que je dois faire. Je n'ai pas le choix. On décide pour moi, pour ma fille. Mais à l'intérieur, j'ai mal. En Europe, l'excision et le mariage forcé sont interdits. Pour protéger ta fille, la loi est de ton côté. Tu es dans cette situation? Tu cherches une porte de sortie? Tu as le pouvoir de donner un meilleur avenir à ta fille. Les associations spécialisées vont soutenir ton combat pour ton bien-être et celui de ta fille, en toute discrétion. Plus d'infos sur www.oui-access.eu. Voilà, donc ces vidéos sont traduites en plusieurs langues, 9 langues précisément, et nous espérons avoir le budget nécessaire pour en rajouter d'autres. Nous voulons vraiment pouvoir sensibiliser à travers ces vidéos. Nous avons également opté pour l'affichage avec plusieurs affiches qu'on a affichées un peu partout pour permettre à ces femmes de nous contacter plus facilement. Les affiches sont également traduites en plusieurs langues. Vous pouvez voir à travers cette cartographie mise en ligne, le mapping, les points où on peut trouver les associations qui peuvent nous aider, nous femmes migrantes, et également les 3 pays où est implantée l'entité Access, à savoir la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre. Vous avez également les adresses, les numéros de téléphone. Nous n'avons pas oublié les personnes à mobilité réduite puisque tout a été mis en œuvre pour les accueillir. Vu la situation sanitaire actuelle, nous avons privilégié la communication via le net. Une permanence est assurée en plusieurs langues. Auparavant, nous allons à la rencontre des communautés concernées, mais situation oblige, le net est devenu notre refuge, notre plateforme de communication, tout en espérant que le présentiel sera pour bientôt. Comme vous le voyez du côté de notre site web, la Belgique est en tête avec 34,96%, tout en espérant que cette journée nous permettra d'atteindre les millions de vues. Je ne pourrais terminer sans pour autant remercier le GAMS et tous ses partenaires pour l'appui et l'aide qu'ils nous apportent chaque jour. Je fais partie de ces femmes migrantes. Je suis arrivée en Belgique en 2018 et le GAMS m'a vraiment soutenue pour qu'aujourd'hui j'ai la force d'être là, de vous parler. Merci beaucoup au GAMS. Merci à tous ses partenaires également. Merci beaucoup, Fatima Tosso. Merci beaucoup pour cette intervention. Et en effet, je suis aussi allée sur le site d'Access et je vous invite à le faire parce que c'est vraiment bien fichu. C'est un super beau travail. Et j'espère aussi qu'avec cette journée, les vidéos vont être bien vues et bien disséminées pour qu'elles soient utiles aux femmes qui en ont le plus besoin. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Fabienne Richard, sage-femme, directrice du GAMS et puis grande ordonnatrice quand même de cette réunion, de cette conférence qui nous occupe maintenant. Vous êtes consultante de C'est ma vie également, alors le centre de prise en charge du CHU Saint-Pierre pour les femmes excisées. Vous allez nous présenter les résultats d'une étude faite par les relais communautaires Access au sein des communautés migrantes en Belgique. Alors, c'était une manière aussi pour ces relais de sortir de leur zone de confort et d'aller vers d'autres communautés que les leurs. Voilà, la parole est à vous. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà, donc c'était important pour nous de pouvoir faire d'abord une analyse de départ pour savoir d'où on partait et quelle était la perception des différentes communautés migrantes par rapport aux violences faites aux femmes.
Donc, nous avons formé les relais communautaires qui sont allés dans différentes grandes villes. Ils ont pu toucher comme ça 330 femmes et hommes de différentes communautés. Le fait que ce n'était pas des personnes étiquetées, GAMS par exemple, bien, ça a permis une plus grande liberté de parole. Donc, les hommes et femmes ont pu vraiment dire ce qu'ils pensaient. Et vous allez voir que certains résultats sont assez interpellants. Donc, l'étude a été faite entre octobre et décembre 2019 dans les grandes villes de Bruxelles, Liège, Anvers et aussi Turnhout, Ottignies, Rixensart, donc vraiment au niveau fédéral. Donc, comme vous voyez, on a interviewé à la fois des femmes et des hommes de différents groupes d'âge, donc c'était assez bien réparti, et aussi de différents statuts. C'était important pour nous d'avoir à la fois des personnes en couple, des personnes célibataires, des personnes divorcées. Plus de 40 pays, donc on a été assez large, même s'il y avait une plus grande proportion de personnes de Guinée, qui est en fait une communauté au GAMS qu'on connaît très très bien, parce que 97% des femmes en Guinée ont été excisées, donc c'est des femmes avec qui on travaille tous les jours au GAMS. Aussi une plus grande communauté du Soudan, du Maroc et de République démocratique du Congo, mais quand même plus de 40 pays représentés. Une des premières questions portait sur l'excision. Donc, comme tous les personnes n'étaient pas originaires d'un pays qui pratique l'excision, on a pour analyser pris seulement les 211 répondantes qui sont issus de pays où l'excision est pratiquée. Et on leur a posé la question, est-ce qu'elles connaissent? Donc, évidemment, 96% des gens connaissaient. Mais ce qui était important, c'était de savoir si vous deviez exciser votre fille maintenant, est-ce que vous le feriez? Et on avait quand même 5% en fait d'hommes et de femmes issus des communautés concernées par l'excision qui disaient encore aujourd'hui en Belgique, oui, on pense le faire au nom de la religion, au nom de la tradition, parce que c'est la famille qui décide. Donc, je tiens à préciser que l'excision n'est pas une exigence religieuse, mais malheureusement, voilà, il y a beaucoup de gens qui continuent à le faire en ce nom-là, et c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation pour casser ce mythe et ce stéréotype par rapport à l'exigence religieuse. Et 7% qui disaient ça dépend, qui disaient si on était au pays, on le ferait, mais ici, il y a la loi qui l'interdit de le faire et on ne le fait pas. Et donc là, on voit le côté préventif de la loi. Parfois, des gens nous disent, oui, en Belgique, vous n'avez eu aucun procès contre l'excision, contrairement à la France, où il y a plus de 30 procès. Et nous, on dit toujours, mais en Belgique, la loi, en fait, elle est protectrice, elle sert plus en prévention. On a posé la question du mariage parce qu'on sait que le mariage forcé, donc le fait d'être marié sans son consentement, est encore une réalité en Europe. Et quand on demande aux hommes et aux femmes qui devrait décider avec qui on se marie la première fois, alors heureusement, la majorité ont répondu la femme elle-même. Mais on a quand même, la deuxième réponse était quand même les pères. Donc, on voit que les pères ont une importance encore énorme dans le choix de l'époux pour les jeunes femmes. On a abordé la question de la polygamie, où 81% des répondants et des répondantes avaient connaissance de polygamie dans leur communauté, alors que 47%, donc presque la moitié, trouvaient que ce n'était pas juste qu'il y ait encore la polygamie. On a posé des questions sur les violences entre partenaires. Donc là, vous serez peut-être surpris aussi de la manière dont est tournée la question, mais on a voulu reprendre exactement les mêmes questions qui sont posées dans les études démographiques et santé en Afrique subsaharienne. Donc, tous les 3 ou 4 ans, il y a des études démographiques et santé qui sont faites au niveau national et depuis un temps assez récent, on a un module sur les violences entre partenaires. Et donc, on voulait comparer aussi ce que les migrants pensaient par rapport aux personnes restées au pays. Et la question est très directe. Hein, c'est est-ce qu'un mari a le droit de battre sa femme? Et là, on avait 16% des répondants qui disaient que oui, qu'ils trouvaient que c'était normal. Alors, on a désagrégé hommes et femmes et comme on peut s'y attendre, 30% des hommes contre 8% des femmes. Mais je pense que ce 8%, il est intéressant à analyser parce qu'on le voit dans l'excision aussi, où parfois c'est des mères qui accompagnent leur fille à l'excision.
c'est que les violences de genre, elles peuvent être intégrées par les femmes, en fait. Elles sont intégrées parfois comme une norme sociale. Il y a une pression sociale énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler au GAMS dans les ateliers de groupe avec les femmes pour là aussi casser tout ce mythe et tous ces stéréotypes autour des violences. Alors, quand on leur demandait pourquoi vous pensez que c'est normal, si une femme sort sans prévenir son mari, si une femme néglige les enfants, si une femme refuse d'avoir des relations sexuelles alors qu'elle est mariée. Et cette question des droits sexuels et reproductifs, on le voit ici dans les autres questions, quand on a demandé est-ce qu'une femme a le droit de dire non à son mari pour avoir des relations sexuelles, et 33% des personnes disaient qu'en effet, une femme mariée ne peut pas dire non. Mais ça, on le retrouve aussi dans la population générale en Belgique, et vous verrez, on a comparé certains résultats avec l'étude d'Amnesty International, et c'est pas propre aux femmes migrantes. La question aussi des enfants, donc le fait d'avoir que des filles ou le fait de ne pas avoir d'enfants, pour les femmes qui souffrent d'infertilité, eh bien ça entraîne de la stigmatisation aussi, et c'est important de le souligner. On a posé des questions sur les services de soutien. Voilà, si vous étiez confronté à de la violence, vers quel service vous iriez? Et là, on peut voir, alors peut-être ça peut être étonnant ou pas, je ne sais pas, que la police vient en premier. Donc, la police est vue comme un service auquel on irait directement en cas de violence. Les avocats, les organisations pour les femmes victimes de violences, associations droits des femmes, et on voit tout en bas que tous les services en ligne, justement, ou par téléphone, donc appeler un inconnu, que c'est pas du tout évident pour les femmes. Et ça, c'était avant de faire le projet Access. Et donc, ça montre aussi le temps qu'il faut, et là, on l'a vu avec le projet, pour gagner la confiance des femmes, pour qu'elles puissent accéder à ce genre de services en ligne. Pour les personnes, les femmes victimes qui avaient déjà été en contact avec des services, on leur a demandé comment s'étaient passés ces contacts-là. Et là, c'est intéressant pour revenir à la police, justement, c'est que si la police était citée comme un des services vers lequel on irait en premier, on voit qu'au niveau de la satisfaction des services, il y avait quand même des personnes qui étaient non satisfaites de l'accueil qu'elles avaient reçu, du soutien, alors qu'au départ, elles y allaient en disant c'est là où on aura du soutien. Et idem pour les conseils en ligne, les conseils par téléphone, on voit que c'est pas évident d'être bien reçu, surtout quand on parle une autre langue. Et là, on a été en contact avec le numéro 800 et avec Jean-Pierre Simouds, qui coordonne le numéro 800 en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour voir justement comment faire des liens entre le projet Access et le numéro 800, parce que toutes les langues ne sont pas disponibles au numéro gratuit dédié aux violences conjugales. Et on a fait un lien maintenant avec le projet Access, donc on essaye de travailler en réseau. Comme je le disais, ces résultats ne sont pas propres aux femmes migrantes, même si on verra qu'il y a des spécificités dans la population générale. On voit qu'il y a en Belgique, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport au consentement. Et là, je vous montre quelques résultats de l'étude d'Amnesty International qui est sortie en 2020 sur les violences sexuelles, qui montrait que 23% des jeunes pensent que les femmes aiment être forcées, que la violence est sexuellement excitante. Et un tiers des jeunes pensent que si on ne dit pas explicitement non, bien ce n'est pas un viol. Donc vous voyez, c'est important, je pense, quand on présente les chiffres, de ne pas mettre un stigma sur une population, et que malheureusement, on peut dire malheureusement, les violences faites aux femmes, elles sont universelles. La domination patriarcale, la domination, elle est sans frontières. Mais que l'accès aux services de soutien pour les femmes migrantes peut être plus compliqué. Donc, c'est important de prendre conscience, de prendre en compte les identités multiples et d'avoir une approche intersectionnelle. Donc, si on est une femme racisée, migrante, sans papier, si on souffre en plus d'un handicap,
Si on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qu'on est infrascolarisé, enfin, on a plein de discriminations qui peuvent s'empiler et qui rendent les choses encore plus difficiles. Et ça, c'est important pour les professionnels qui accueillent ces femmes d'en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'avec le projet Access, on a aussi développé avec les relais communautaires une charte, des standards de qualité sur quels seraient des critères de bonne qualité pour accueillir des femmes migrantes victimes de violences. Et on a insisté sur avoir plus conscience des stéréotypes et du racisme. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de décolonisation et je crois que les services aussi de santé sociale doivent être décolonisés. Donc, ça, c'est important aussi de former les professionnels par rapport à leur attitude, à leur approche, de travailler en réseau avec des traducteurs et des traductrices formées aux violences de genre, donc en particulier dans le domaine de l'excision des mutilations génitales que nous, on connaît mieux au GAMS. On voit toute une différence quand on travaille avec des traducteurs, par exemple hommes, qui n'ont pas du tout été formés aux questions de mutilation génitale, où les femmes vont peut-être dire la moitié des choses qu'elles diraient avec une traductrice femme formée, parce qu'elles ne se sentent pas en confiance de parler de sexualité, de parler de mutilation génitale. De mettre la femme au centre, donc la femme doit toujours rester au centre de sa trajectoire, de sa vie, c'est elle qui fait les choix. Et de travailler en réseau. Seul, on n'est rien. Donc, l'importance de travailler au niveau réseau social, santé, juridique. Donc, c'est un peu le message. Donc là, on vient juste de terminer cette affiche et le but, c'est de l'envoyer dans tous les différents services médicaux, sociaux, dans les salles d'attente pour que, voilà, sensibiliser que les professionnels adhèrent en fait à ces standards. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais enlever le partage de mon écran. Voilà, je pense qu'on s'est retrouvés. Safia, il y a ton micro, Safia, je pense. Oui, mais ça prend toujours 3 secondes de décalage, le temps que je me souvienne que voilà, j'ai coupé mon micro et ce genre de choses. Voilà. D'ailleurs, bon, je pense que si vous avez des questions à poser à partir de maintenant, vous pouvez commencer à les rédiger. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Fabienne. Hein, c'est en effet hyper important de souligner les discriminations multiples que peuvent vivre les femmes migrantes et aussi l'importance que les professionnels se forment pour pouvoir accompagner au mieux ces femmes. C'est aussi important de sortir des schémas aussi inconscients et d'être formé aux stéréotypes, aux biais de genre, etc. Alors, pour illustrer ces barrières, nous avons aussi 2 invités qui travaillent sur le terrain et qui vont nous dire, à travers leurs histoires vécues, l'intérêt de travailler avec une approche sensible aux réalités vécues par les femmes. Je vais passer la parole à Alimatou Bari. Vous êtes aujourd'hui chargée de mission au Monde selon les femmes. Vous êtes formatrice et consultante en genre et développement. Vous avez travaillé pendant 7 ans au GAMS. Alimatou, vous vouliez partager avec nous une situation vécue avec une femme demandeuse d'asile malentendante pour aborder la question de l'approche intersectionnelle. On vous écoute. Ok, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc merci aux GAMS et les partenaires de m'avoir donné l'occasion de partager vraiment cette riche expérience. Donc après avoir passé 7 ans aux GAMS, donc je me réjouis toujours. Et donc le témoignage que je vais apporter, c'est un témoignage vraiment parmi d'autres, qui reflète vraiment la réalité des femmes généralement migrantes, et surtout les femmes, en particulier les femmes demandeuses d'asile qui ont quand même une situation d'handicap, donc notamment, surtout une malentendante. Et donc, dans le cadre de ce travail comme assistante sociale, donc, il m'avait été orienté par un centre de demandeurs d'asile, donc un centre de la Croix-Rouge, donc dans la province de Namur. Une femme qui a une situation un peu particulière. Donc, l'assistante sociale m'expliquait que Alimatou, on l'oriente, mais elle a quand même une situation un peu particulière parce que elle est malentendante
Et on a vraiment, même au niveau du centre, on a du mal à l'approcher ou à comprendre sa situation. Elle est vraiment forte, isolée, elle ne communique pas avec les autres. Donc, on ne sait pas si tu pourras arriver à faire quelque chose. Et donc, le premier accueil a consisté à la mettre en confiance pour vraiment être attentive et surtout, voilà, et ne pas la juger. Donc, heureusement, la confiance est installée et finalement, elle a pu quand même m'expliquer ce qu'elle a vécu et avec vraiment, avec des violences, donc comme on le dit, avec un parcours très difficile. Et donc, elle m'expliquait, de fait, à cause de son handicap, déjà, elle était vraiment rejetée par sa famille, elle est rejetée par la communauté, et donc, elle a été victime surtout de violences par son mari, et ce qui a fait qu'elle a perdu vraiment les oreilles. Donc, elle n'entendait pas du tout, elle n'a jamais étudié. Donc, vous voyez, elle remplissait toutes les conditions vraiment d'une femme vulnérable. Et lorsqu'on a, donc j'ai pu travailler avec, donc on a travaillé en multisectoriel, donc avec son assistant social, son avocat, et donc finalement je devenais même l'interprète, donc je passais au temps surtout d'accompagnement social, parce que finalement, même si elle partait peut-être avec une adresse, elle m'appelait pour me demander de l'expliquer pour pouvoir se situer. Et donc, à l'approche de son audition, j'ai pu l'accompagner chez son avocat pour la préparer à l'audition. Parce que là, comme vous le savez, dans le cadre de la procédure d'asile, l'audition est vraiment, comme on le dit, est vraiment quelque chose de très difficile, de très dur pour les femmes, même si elle n'a pas une situation d'handicap. Et donc, on l'a préparé et j'ai fait un plaidoyer au niveau de son avocat pour dire vraiment d'attirer l'attention pendant son audition du fait qu'elle peut se contredire parce qu'elle ne comprend pas. Peut-être elle n'arrivera pas à se comprendre avec surtout l'interprète. Et voilà, donc après l'audition, à mon fort étonnement, donc elle est venue, son assistant social m'a fait rappel aussi, elle est revenue me voir pour que je puisse traduire le rapport d'audition pour elle. Et là, mon fort étonnement, c'était vraiment des contradictions, c'est-à-dire elle n'arrivait pas à comprendre les questions qu'on lui posait, alors que lors de la préparation de son audition, elle répondait normalement. Par exemple, quand je vous donne un exemple, dans une question, on lui pose quelles sont de citer certaines villes de la Guinée. Mais elle ne comprenait pas. Elle a donné la date à laquelle elle a quitté son village pour venir à Conakry. Donc, ce qui prouvait qu'elle n'entendait pas, elle n'avait pas compris. Alors, elle me disait, mais on ne peut jamais me poser la question de savoir la ville de ma ville natale. Je connais. Elle s'est mise à me raconter, à me donner vraiment plus de 10 villes. Donc, elle connaissait. Ça a prouvé qu'elle n'avait pas compris. Et ensuite, et on a retravaillé sur l'audition et on l'a expliqué. Et malheureusement, elle n'a pas été reconnue. Elle n'a pas été crue. Et malgré qu'elle suivait vraiment, elle attendait une opération de des oreilles, donc ce qui prouvait que c'était vraiment réel. Et donc, elle était vraiment confuse, elle était vraiment déçue. Elle se disait, mais pourquoi je n'ai pas été reconnue alors qu'on me soigne? Et finalement, comme elle avait fui à cause des violences dont elle a été victime, et en plus avec sa petite fille de 5 ans, qui risquait vraiment l'excision, et donc, elle a été, après avoir passé 3 ans dans un centre d'accueil, en attendant, elle m'appelait presque chaque semaine, tous les jours, tellement qu'elle était angoissée. Et donc, sa fille a été reconnue, réfugiée, mais elle n'a pas été reconnue. Elle n'a pas été crue du tout. Et donc, il a fallu qu'elle attende encore, je crois, 1 an après la reconnaissance de sa fille pour faire une régularisation pour qu'elle puisse rester avec sa fille. Et jusqu'à maintenant, moi, personnellement, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette femme n'a pas été crue. Parce qu'elle remplissait vraiment toutes les conditions, à mon avis, pour être reconnue comme même réfugiée. Voilà, donc je me dis, le lien, c'est d'attirer l'attention sur les instances, de dire qu'il y a ces femmes victimes de violence et de précarité, mais quand elle est malentendante, ça veut dire c'est vraiment le comble. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Limatou, pour ce témoignage très fort. J'imagine qu'on reviendra avec quelques questions là-dessus. Je vais passer à présent la parole à Robin Blondiot, qui est assistant social au Centre de planning familial Louise Michel à Liège, et vous êtes aussi membre du collectif Liège Ville Hospitalière. Vous allez aborder avec nous la question du tandem assistant social et relais communautaire dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales venues par regroupement familial à Liège. À vous la parole. Voilà, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, merci pour l'invitation. Donc voilà, je suis travailleur social en planning familial et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Liège Ville Hospitalière. Donc ça, c'est une initiative qui a été lancée par le CNCD il y a plus ou moins 2 ans pour qu'un maximum de communes en Belgique se déclarent ville hospitalière. Donc pour voilà, des communes où les migrants sont le mieux accueillis possible. Liège a été la première grande ville où le conseil communal a voté à l'unanimité cette adhésion-là. Donc, c'est un collectif qui rassemble des citoyens, des services sociaux, les autorités communales et les administrations. Dans ce cadre-là, il y a 5 groupes de travail, dont celui dont je vais vous parler maintenant, qui est un groupe de travail femmes, où on travaille principalement sur les violences conjugales chez des femmes en regroupement familial et qui sont la plupart du temps enceintes. Donc, ce sont des personnes qui vivent dans des conditions financières qui sont très délicates et qui ont un accès très difficile au système de soins de santé parce qu'il est perçu impossible par manque d'information ou par chantage réalisé par les auteurs de violences. Donc, ça nous amène parfois à rencontrer des personnes qui vivent des problèmes de santé importants, tant chez les femmes que chez les enfants, qui auraient probablement été évités si on avait pu suivre les grossesses avant. Donc, c'est des situations qui engendrent pas mal de problèmes, dont des coûts d'hospitalisation importants pour la collectivité et un surendettement chez certaines femmes, parce qu'on a des personnes qui ont subi des violences et qui n'ont pas eu de couverture de soins de santé, qui, une fois régularisées, remboursent des accouchements à 5 ou 6 000 euros. Donc, c'est des plans de paiement qui partent pendant des années. Donc, un des objectifs qu'on poursuit, c'est d'assurer un suivi de grossesse préventif de qualité pour des personnes migrantes qui sont éloignées du système de soins de santé. On veut prévenir les risques médicaux qui sont liés à la naissance par une absence de suivi prénatal de la maman. On essaie d'identifier. Moi, s'il te plaît, c'est juste qu'on a des personnes malentendantes qui lisent sur les lettres. Est-ce que tu peux enlever mon masque? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on essaie d'identifier et de recenser en fait un public qui fait pas appel aux structures existantes en raison de réalités socio-économiques et d'un parcours de migratoire difficile. Et pour ça, on travaille avec toute une série de relais qui sont les femmes elles-mêmes, en fait. Donc, des personnes qu'on a accompagnées qui deviennent elles-mêmes relais dans leur communauté. C'est ça qui va nous permettre d'identifier vraiment une série de personnes qui ne feraient pas appel à nos structures habituellement. Donc, on essaie aussi de faire valoir le droit des personnes en matière de lutte contre les violences intrafamiliales et l'exclusion, parce que c'est vraiment ces personnes-là qu'on touche principalement. C'est des personnes qui sont inconnues, qui arrivent en Belgique, qui ne sont pas déclarées et qui sont inexistantes, d'où il y a une absence complète de droits. Une fois qu'on les identifie, on essaie d'activer des couvertures de soins de santé en matière de sécurité sociale, en lien avec tous les partenaires qu'on va avoir, à la fois pour la mère et à la fois pour l'enfant. On essaie de lutter contre le surendettement, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une partie des personnes n'a pas accès à la mutuelle, n'a pas accès à l'aide médicale urgente. Donc, une fois qu'elles sont régularisées, les factures d'hospitalisation arrivent et ça leur fait vraiment très, très peur. On essaye aussi de permettre un maximum à ce qu'elles puissent accoucher dans de bonnes conditions. Les premières familles qu'on a rencontrées, c'était des personnes enceintes de 8 mois et demi qui n'ont jamais fait appel aux hôpitaux. Et donc, on a des personnes qui ont accouché en rue ou qui ont couché à domicile par peur de faire appel à des structures existantes. Et alors, on essaye de diffuser un maximum l'information en matière de suivi de grossesse et d'interruption de grossesse,
puisque pas mal de femmes qu'on rencontre sont des transmigrantes. Une partie d'entre elles peuvent avoir subi des violences sexuelles sur le parcours de l'exil et être enceintes alors qu'elles ne le souhaitent pas. Donc, voilà, quand on peut les réorienter pour une interruption de grossesse, mais quand le délai est dépassé, évidemment, c'est vraiment difficile. Et alors, on essaye aussi de prévenir la traite des êtres humains. Donc, voilà. Alors, on arrive plus ou moins bien à aider ces personnes-là quand il y a une articulation des différents services existants, donc la justice, les maternités, les CPS, la police, les administrations communales. Mais des freins qu'on rencontre, c'est la sensibilisation des professionnels, un peu comme Fabienne l'expliquait, parce que tout le monde n'est pas sensibilisé par rapport à ça, et il faut vraiment des relais à l'intérieur des communautés. Autrement, c'est vraiment, vraiment difficile d'arriver à les toucher. Et le plus gros souci aussi qu'on a, c'est les places d'hébergement, parce qu'une grande majorité des personnes qu'on rencontre, de par leur statut de migrante ou transmigrante, ne rentrent pas dans les structures d'accueil en région wallonne, en tous les cas, par rapport aux violences conjugales, parce qu'elles sont sans titre de séjour ou qu'elles n'ont pas de revenus. Donc, les accueils d'urgence qui peuvent exister, comme les abris de nuit, sont pas non plus équipés pour recevoir des femmes enceintes ou des femmes qui ont des très jeunes enfants. Donc ici, on parle d'enfants qui peuvent avoir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et qui sortent de l'hôpital, quoi. Donc l'accueil en matière d'hébergement, c'est vraiment une des plus grosses difficultés qu'on a. Il y a vraiment un gros réseau solidaire. Il y a pas mal de relais qui permettent d'accompagner ces personnes-là. Mais quand on doit les faire partir du domicile ou qu'elles sont dans des situations de violence, les statuts nous bloquent complètement. Et donc, on a vraiment un gros manque de places d'accueil. Et là, c'est les citoyens qui réagissent, en fait. Donc, ce sont les habitants de la commune de Liège ou des réseaux citoyens qui les hébergent, soit à domicile, soit en mettant à disposition des logements. Mais là, comme vous le savez, on est dans une crise sanitaire un peu particulière. Donc, on a vraiment des personnes qui se retrouvent limite à la rue avec des enfants très jeunes, qui ne parlent pas la langue et qui sont admissibles nulle part, en fait. Donc, voilà, on essaye beaucoup de travailler avec des relais dans les communautés. C'est très facilitateur parce qu'il y a vraiment des peurs qui tombent, mais on est bloqué au niveau on est vraiment bloqué au niveau des places d'accueil. Et c'est aussi un public émergent, on va vraiment dire ça comme ça. Donc, c'est des personnes qu'on ne retrouve plus dans les associations habituelles et qu'on commence seulement à recenser maintenant. Donc, voilà, on doit vraiment arriver à mieux les identifier pour que les aides soient les plus adéquates possibles. Et je pense que le fait qu'on ne connaisse pas bien ce public-là fait qu'elles ne vont pas non plus vers des structures habituelles, en fait. Donc, voilà un petit peu le travail qu'on essaye de mener, en essayant de développer pour le moment un groupe de travail qui est très spécifique, centré sur les femmes migrantes, enceintes et transmigrantes qui sont victimes de violences. C'est très, très spécifique, mais voilà, dans le cadre des violences conjugales, au niveau du regroupement familial, on peut régulariser ces personnes-là. On peut déclarer les enfants, on peut faire des procédures de régularisation. Mais voilà, il faut qu'elles soient vraiment mises en sécurité pendant qu'on fait des procédures, parce que c'est très très long. Hein. L'intervenante précédente parlait de la manière dont on traite les dossiers à l'Office des étrangers. Donc c'est clair que quand il y a des soucis de langue ou qu'il y a des suspicions ou que ça prend du temps, c'est excessivement long à traiter. Donc voilà, si elles ne sont pas mises en sécurité, vraiment on est bloqué. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robin, pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Fabienne, je pense que nous avons 2-3 questions. Est-ce que vous les prenez? Oui. Alors, on a une question. Quelles sont vos limites d'intervention par rapport aux violences conjugales, à une situation de violence conjugale? La question est qui? C'est pour vous, c'est pour Robin, Fabienne? Je n'ai pas précisé à qui, ça a été adressé à tout le monde. D'accord. Les limites d'intervention en matière de violence conjugale, ça va dépendre principalement du statut de la personne quand elle arrive. Donc, une personne qui a un titre de séjour et qui est victime de violence, il y aura un accueil dans des structures spécialisées, même s'il y a un manque de place.
il va y avoir des prises en charge, les CPS peuvent intervenir, les procédures au tribunal de la famille peuvent fonctionner, mais des personnes qui sont sans titre de séjour ou qui sont inconnues, qui sont vraiment bloquées par les auteurs, qui n'ont pas d'adresse ou qui sont enregistrées nulle part, la première chose à faire, c'est de prouver qu'il y a une résidence pour ouvrir les droits. Et alors, on doit cumuler deux actions. Une action en matière de régularisation, donc au niveau de l'Office des étrangers, peut-être au niveau des communes, s'il y a eu des enfants plus ou moins déclarés, et des actions au tribunal de la famille pour obtenir des pensions alimentaires, des secours alimentaires, ou même déclarer des enfants qui ne l'ont pas été. Donc, l'absence de titre de séjour, c'est vraiment ce qui freine le plus. On doit mener deux actions en parallèle qui sont souvent des démarches relativement longues et qui demandent d'avoir des connaissances en matière de droit des étrangers et en matière de droit de la famille. Avec des relais, ça c'est indispensable parce que ces femmes-là, elles ont peur. Et le fait de faire tomber la peur, c'est quand on a aussi des relais dans les communautés, souvent des femmes qui sont passées par ces situations-là, qui vont les rassurer, qui vont leur dire ça va être dur, ça va être long, mais au final, on va ouvrir des droits et elles vont être reconnues en tant que victimes. Et ça, je pense que c'est fondamental. Mais la limite, c'est la durée de la procédure et c'est la sécurité. Et si la procédure dure 6 mois, on doit garantir la sécurité de ces femmes-là et de leurs enfants parce qu'on a 9 fois sur 10, on a des bébés avec elles. Et donc, si elles ne sont pas sécurisées dans un lieu où elles peuvent se poser, c'est très compliqué. Merci beaucoup. Moi, j'avais quand même une question pour Alimatou, parce que sur ce témoignage de femmes malentendantes, est-ce que vous avez essayé de comprendre et d'analyser les raisons qui ont pu conduire à ce refus? Est-ce qu'il y a des études, par exemple, qui démontrent que que la parole des femmes est davantage remise en question que celle des hommes, par exemple, où il y a plus de suspicion de raconter un récit qui est fallacieux? Par rapport à cette femme, bon, la plupart, c'est que il faut savoir ce que je disais tantôt, au niveau des procédures pendant l'audition, des procédures d'asile pendant l'audition, ça veut dire une contradiction, même si tu n'es pas malentendant, ça veut dire tu te contredis, ça veut dire on ne croit pas à ton histoire, on ne croit pas vraiment à ce que tu as vécu, parce que tu es en train de te contredire. Et de fois, j'ai l'impression qu'on n'analyse pas pour dire déjà le fait que ces femmes, c'est-à-dire le fait de prendre déjà le chemin de l'exil, c'est pas parce qu'elles le veulent, elles sont contraintes. Et là, toute cette procédure et toute cette violence qu'elle est en train de subir, que ce soit les violences au niveau de la famille et les violences institutionnelles, cette peur qu'elle a au ventre, déjà parce que la plupart du temps, je me rappelle, lorsqu'on préparait les femmes, on leur disait, on arrivait à déconstruire d'abord pour dire les instances d'asile, quand vous allez, c'est-à-dire en audition, vous n'allez pas dans un tribunal. Vous allez quelque part où c'est des personnes qui sont là pour vous écouter parce qu'elle a peur. Elle a peur, donc elle n'ose même pas dire ce qu'elle a vécu parce qu'elle a peur vraiment de perdre la confiance. Et cette femme-là, effectivement, lorsque j'ai lu vraiment son rapport d'audition, c'est de dire qu'on n'a pas confiance parce qu'elle s'est contredite. Parce que la question qu'on lui avait posée, elle ne répondait pas. Elle répondait le contraire, le sens contraire. Mais le fait qu'elle ne répondait pas à la question, c'est qu'elle n'entendait pas. Elle ne comprenait pas la question pour pouvoir au moins répondre convenablement. Et malgré qu'on a insisté, donc moi et son assistante sociale, on avait écrit pour dire de fait qu'elle n'avait pas compris, peut-être c'est mieux de reprendre l'audition avec une personne peut-être qui est spécialiste à ce genre de ces personnes-là, peut-être, et pourra mieux s'exprimer. Mais je pense que ça n'a pas été tenu en compte. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas, de fait qu'on nous croyait, de fait que sa fille risquait l'excision, d'accord, mais elle, de ce qu'elle a vécu comme violence, de tout ce qu'elle a raconté, on ne croyait pas. Donc, c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été reconnue. Je ne sais pas si... peut-être j'ai pu répondre à ta question. Oui. Ok. Oui, bien sûr. Fabienne, est-ce que vous avez encore une question? Alors, j'ai Francky Picron qui demande une question sur la recherche, mais il ne l'a pas mise texto sur le chat. Donc, je viens de poser la question. S'il peut préciser sur le chat sa question sur le rapport de recherche.
Plusieurs personnes m'ont posé des questions. Le rapport n'est pas encore mis en page, enfin, de manière définitive, hein. Donc, on a les résultats, on le rendra disponible quand sa mise en page sera finalisée. Alors, il est sourd et sourd. Alors, donc, peut-être que M. Francky Picron a besoin d'une traduction en langue des signes et qu'il souhaite s'exprimer en langue des signes, si c'est le cas. Est-ce que si Francky Picron, si on peut mettre sa caméra, sa vidéo pour qu'il puisse s'exprimer en langue des signes? Donc là, je demande à Anke du GAMS si tu peux retrouver la vidéo de Francky Picron pour l'afficher pour qu'il puisse s'exprimer en langue des signes. Alors effectivement, merci déjà d'avoir remarqué que j'avais une question à poser. J'étais effectivement très intéressée sur la recherche exposée par Fabienne et par rapport aux statistiques et aux différentes informations. J'avais envie d'avoir des chiffres plus précis au niveau, par exemple, des personnes handicapées ou des personnes sourdes ou des personnes aveugles. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Parce que j'ai l'impression que les statistiques sont très générales, mais est-ce que vous avez des informations plus précises sur les profils, en fait? Au niveau des réfugiés, voilà, je pense que si on avait je pense qu'en tant que réfugiés et personnes handicapées, la situation est certainement plus compliquée à vivre. Et donc, je me demandais si vous aviez des détails à donner sur les différents types de handicap en termes de chiffres, notamment. Merci beaucoup pour cette question. Et là, on doit admettre qu'au GAMS, on est, je pense, très en retard par rapport à cette question. Et d'ailleurs, c'est la première fois, comme le disait Safia, qu'on fait une conférence avec la traduction en langue des signes. Donc, je pense que c'est pas la dernière fois. Je pense que c'est la première, mais pas la dernière. Et j'avoue que moi-même, en tant que directrice du GAMS, je suis en contact avec Shahin Mohammad qui a rejoint le cabinet de la secrétaire d'État Sarah Schlitz. C'est grâce à elle, elle m'ouvre les yeux aussi par rapport aux femmes en situation de handicap. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire un chemin ensemble et s'améliorer. Donc, non, à l'heure actuelle, malheureusement, je n'ai pas de chiffres, mais on doit le faire parce que j'ai eu plusieurs témoignages de groupes de femmes somaliennes, malentendantes. Voilà, on a l'exemple d'Alimatou avec la personne malentendante originaire de Guinée. Donc, on a un gros travail à faire sur cette question-là. Donc, je dirais que cette conférence aujourd'hui est le début pour le GAMS de s'ouvrir aux questions du handicap et de travailler plus l'intersectionnalité avec la question du handicap. Ce qu'on a fait, par exemple, dans les chiffres, ce qui était un peu nouveau aussi, par exemple, quand on a demandé le sexe des gens, on n'a pas seulement demandé hommes et femmes, on a aussi demandé les personnes transgenres. Ça aussi, c'était nouveau, on le faisait jamais avant. Donc, c'est pour dire que, voilà, on commence petit à petit aussi à s'ouvrir aux différentes identités. On a formé toute l'équipe aussi à la question de l'orientation sexuelle parce que c'était aussi une question qui faisait que certains relais communautaires avaient des blocages par rapport à la question de l'orientation sexuelle. Et donc, on a vraiment essayé de travailler les différents types de discrimination, l'accès à l'avortement, toutes les questions sensibles par rapport aux droits reproductifs étaient aussi pas toujours évidentes pour des relais communautaires. Donc, on essaye petit à petit d'élargir à chaque fois, d'aller au-delà des mutilations génitales féminines. Parce que nous, le GAMS, on est connu, voilà, pour ce type de violence, mais on essaye toujours, voilà, d'élargir et d'avoir une approche plus globale et plus holistique avec tout le continuum de violence. J'espère que ça répond. Donc, j'ai bien entendu votre appel et on va essayer d'être meilleur la prochaine fois. Merci beaucoup. Bien, eh bien, je ne vois plus d'autres questions. Donc là, vous avez encore… Je pense qu'il y a une question. Oui, j'ai encore Il y a une question.
Donc, Ah, ok, c'est moi qui suis passée. Voilà, non, c'est ça. Est-ce que vous savez si les instances qui prennent les décisions Ah oui. Concernant l'asile sont formées au mécanisme du trauma, à la mémoire traumatique? Donc, je peux peut-être répondre parce qu'on est en contact avec le CGRA, qui est le commissariat aux réfugiés et aux apatrides, et avec Valentine Audat, qui est la référente genre. Donc, je sais qu'ils essayent de former le personnel. Il y a eu des formations avec docteur Muriel Salmona, qui est une grande psychiatre française qui est connue pour toute la mémoire traumatique et l'impact des violences sexuelles. Mais malheureusement, voilà, il y a une rotation du personnel. Tout le monde n'a pas forcément été formé. Et malheureusement, on voit qu'il y a une grande méconnaissance par rapport à l'impact des violences sur la mémoire. Une femme qui a subi des viols multiples pendant plusieurs mois, répétition, peut ne pas se souvenir exactement de ce qui s'est passé, quel jour c'était, combien de personnes, et ça peut jouer en sa défaveur sur la crédibilité de son récit. Si à 6 mois d'intervalle, par exemple, elle n'est pas capable de répéter exactement la même chose. Donc, si elle dit ça s'est passé un vendredi et après, non, en fait, c'était un samedi matin, non, ils étaient 3, non, ils étaient 2, ça peut jouer en sa défaveur. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et nous, on insiste vraiment, mais je ne dirais pas que les instances d'asile, je pense que ça doit être les policiers, les policières, les juges, les avocates, enfin, toutes les personnes à un moment qui vont remettre en question la crédibilité de la parole d'une victime devraient connaître cet impact des violences sur la mémoire. Et donc, il y a des femmes qui parfois peuvent avoir une amnésie traumatique pendant 15 ans, pendant 20 ans. Hein, par rapport à l'inceste, on peut avoir un événement dans sa vie qui fait que tout d'un coup, tous les souvenirs vont revenir et pendant 20 ans, on avait mis ça dans un coin de son cerveau et ça ressurgit. Donc, je dirais que c'est pour tous les professionnels. Ce besoin d'être formé à la mémoire traumatique. Pour savoir si le rapport des psychologues était pris en compte par les instances de décision au niveau de la protection internationale. Donc là encore, c'est très variable. On voit qu'il y a certains certificats qui sont pris en compte, d'autres non. On a vu aussi que lorsqu'on casse une décision du CGRA et qu'on va au Conseil du contentieux, qu'il y a une énorme disparité entre la chambre francophone et la chambre néerlandophone. Donc ça avait déjà été mis en évidence par des études de la jurisprudence. Et c'est quelque chose que le GAMS, avec maintenant l'ASBL, Nansen aussi, on va bientôt sortir un rapport par rapport à ça, pour dire qu'il y a besoin d'une formation aux aspects genre, violence de genre au niveau des juges au Conseil du contentieux. Parce qu'il y a très, très peu de positifs quand on casse une décision côté néerlandophone chez les juges du contentieux. Pour être bref, voilà. Parfait, en 1 minute, je dis bravo. Je pense qu'on va commencer, hein, ouais, parce qu'autrement, on va avoir du retard. Bon, ben voilà, on va redémarrer. J'espère que tout le monde est bien à son poste. Cette fois, on démarre avec le panel politique. On a eu l'expertise juste avant. On va poursuivre avec la présentation des recommandations basées sur les constats du travail de terrain. Donc, c'est Ousni, un relais communautaire du GAMS qui assure actuellement les accompagnements et qui, en traduction des langues somaliennes et afar, qui va nous faire cette présentation. À vous la parole, Ousni. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ousni, relais du GAMS. Voilà, je vais vous faire part de toutes les recommandations qu'on a pu faire ensemble. En général, voilà, on aurait besoin de prendre en compte la dimension genre dans les différents niveaux de pouvoir et avoir une approche intersectionnelle. De comprendre que les femmes migrantes qui subissent des violences sont soumises à des formes spécifiques et multiples de discrimination, maintenir et financer des espaces safe pour l'écoute et l'autonomisation et la sensibilisation et le soutien, de donner accès aux services de soutien gratuitement et sans condition au statut de résidence.
Concernant les politiques migratoires, la procédure de protection internationale et dans les centres de demandeurs d'asile, on aurait besoin d'un meilleur accès aux services spécialisés externes pour accompagner les victimes de violences, davantage de traducteurs et traductrices formées aux violences de genre, l'égalité d'accès aux cours de la langue pour les femmes ayant des enfants en bas âge et une garderie aussi pour ces enfants, davantage de psychologues formés à la gestion des traumatismes et des conséquences de la violence, et une formation accrue et structurelle des professionnels des centres d'hébergement pour identifier et soutenir les femmes confrontées à la violence de genre. Et voilà, de changer la loi aussi. Les parents d'enfants, souvent c'est des mères célibataires d'enfants reconnus, doivent avoir les mêmes droits que les enfants. Dans les situations situations de famille où seul l'enfant est reconnu et pas la maman. Concernant les femmes sans papier, on aurait besoin d'un meilleur accès à l'assistance médicale urgente, y compris aux soins de santé mentale, assurer la sécurité et permettre aux femmes sans papier de déposer une plainte pour violence sexuelle ou conjugale sans risque d'être expulsées de Belgique. D'ouvrir plus de foyers pour femmes sans critères de statut de résidence parce que voilà, une femme dans la rue est très exposée à la violence sexuelle. Et enfin, pour les filles et femmes venues par regroupement familial, ça serait bien de reconnaître les femmes comme des individus autonomes ayant des besoins et des droits spécifiques, pas seulement comme l'épouse d'eux ou la mère d'eux. Et il est difficile actuellement pour des femmes venues par regroupement familial de quitter un mari violent au risque de perdre son statut de séjour. Et plus de sensibiliser les jeunes filles et les femmes migrantes à leurs droits en amont de la procédure de regroupement familial, et ce, dès leur arrivée. Voilà, ce sera tout. Voilà toutes les recommandations qu'on a pu réunir. Merci beaucoup, Ousni. Merci. Merci. Alors, on a la chance d'avoir avec nous 4 personnalités ou représentants politiques pour répondre justement au constat de terrain, en sachant aussi que la Belgique a ratifié la Convention d'Istanbul, Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Alors, ça veut dire que la Belgique s'est engagée à la mettre en œuvre, et le récent rapport du Grevio nous montre en fait qu'il y a encore beaucoup de travail. Alors, on va peut-être commencer par, je ne sais pas si la secrétaire d'État nous a rejoint ou pas. Non? Je la remplace. Je suis sa secrétaire de cabinet, voilà. Excusez-moi. Bonjour Amélie, donc pas de souci. Donc chef de cabinet Amélie Servotte de la secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité, et donc également adjointe au ministre de la Mobilité. Bonjour. Avec nous également Thérèse Legros. Vous êtes conseillère de la ministre Christine Moréal, qui est la vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances. Bonjour. Nous avons également avec nous Margot Doré. Vous êtes députée au Parlement bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que présidente de la Commission pour l'égalité des chances et des droits des femmes. Bonjour. Et enfin, Nina Roux, vous êtes conseillère de Sami Madi, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, et vous êtes chargée aussi de la loterie nationale. Enfin, pas vous toute seule, mais en tout cas, votre département. Alors, merci à toutes d'avoir accepté cette invitation. Vous avez entendu les recommandations qui viennent d'être présentées. Dans vos politiques respectives, comment comptez-vous répondre en fait aux besoins des femmes migrantes qui sont victimes de ces violences? Je pense peut-être qu'on peut commencer par vous, Margot, puisque vous êtes là depuis le début et que vous avez suivi la conférence depuis le départ. Donc, comment est-ce que vous pouvez répondre en fait à ces violences qui sont des violences croisées en fait?
Eh bien, merci d'abord pour l'accueil et merci Safia pour la présentation. Donc déjà, je dois dire que je suis extrêmement impressionnée par la qualité du travail qui a été fait. C'est vraiment très précis et c'est vraiment le genre de choses qui peut nourrir du travail politique. Et donc voilà, vraiment merci pour cela. Alors, donc, c'est en effet la complexité de la chose, comme tout le monde sans doute, c'est que c'est à la fois des questions qui sont transversales parce que ça touche, la question des violences va toucher par exemple les violences faites en rue qui sont plutôt au niveau des régions, et puis il y a des questions liées à la police et à la justice qui se trouvent à un autre niveau de pouvoir, et donc toute la difficulté du système politique belge, et c'est là, c'est qu'il faut faire en sorte que les entités se parlent et que les différents et différentes personnalités qui sont aux manettes comme ministres ou secrétaires d'État puissent collaborer sur ces projets. Et donc, à ce propos, je pense qu'on a la chance d'avoir depuis pas très longtemps ce qu'on appelle une conférence interministérielle. Donc, ça veut dire que pour la première fois, toutes les ministres, parce que pour le coup, ce sont des femmes, des droits des femmes, maintenant, collaborent de façon régulière sur ces matières. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors moi, je ne me trouve pas du côté des ministres et de l'exécutif, comme on appelle cela, je suis du côté du Parlement. Et donc le Parlement, il faut savoir qu'il a aussi une autonomie pour traiter de ces questions. Moi, j'ai la chance d'être à la fois, donc, comme Safia le disait, au Parlement bruxellois et aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et au Parlement bruxellois, d'être aux manettes de la Commission pour l'égalité des chances et les droits des femmes, qui est en fait une toute nouvelle commission qui a vu le jour ici en début d'année sous l'impulsion de la majorité et qui vise justement à traiter et à donner une place à part entière aux questions d'égalité. Et avec tout de suite directement, quand on a lancé la commission, le désir de travailler sur la question des violences, parce que c'est une question qui est très violente, très violente, ça c'est sûr, mais qui est aussi très urgente plutôt. Alors, comment est-ce que nous, on a décidé de travailler? Donc là, je vais vraiment parler de notre méthodologie au niveau du Parlement bruxellois. Donc, on est un groupe de députés qui sont mobilisés sur ces questions-là. Et on essaye d'avoir une approche la plus transversale possible de ces questions. Donc, on a identifié des domaines dans lesquels les questions des droits des femmes étaient présentes et pouvaient être traitées. Par exemple, les questions d'économie, questions d'emploi. Parce que c'est vrai qu'ici, on est dans un moment où on parle des questions de violence, mais il y a aussi comment on garantit en fait de l'autonomie aux femmes, comment est-ce qu'on leur donne une place aussi dans le monde de l'emploi et du travail. Et tout ça sont des questions qui nous occupent très fort au quotidien. Et puis, évidemment, toute la question intersectionnelle, c'est-à-dire que pour chaque projet que nous, on étudie et pour lequel nous, on discute et on est compétente, on essaye de prendre en considération toutes les caractéristiques que les femmes ont dans toute leur multiplicité. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui demande beaucoup d'attention. On a voulu l'inscrire dans l'ADN de la commission. Et donc, on a par exemple prévu pour l'année prochaine un travail sur les femmes sans abri, un autre travail sur les femmes migrantes. Donc tout ça, c'est des attentions en fait qu'il faut vraiment pouvoir avoir et qui, en tout cas, il me semble, n'étaient pas traitées dans ces termes, en tout cas auparavant. Alors, il y a des façons, évidemment, de rendre tout le travail parlementaire, qui est parfois un peu un travail qui peut sembler rébarbatif. Je veux dire, c'est des groupes de travail de députés dans le Parlement, c'est beaucoup de discussions, de débats et finalement très peu d'interaction avec les citoyens, ce qui est pour moi et pour Écolo de façon générale un problème, en fait. Et donc, on a des projets, évidemment, pour pouvoir ouvrir davantage ces commissions, faire en sorte que les personnes qui sont concernées, qui sont les associations qui traitent des matières, soient auditionnées, comme on appelle ça, donc entendues sur les bancs du Parlement également. Alors, par exemple, nous, l'année dernière, pour le 8 mars, on a confié l'hémicycle à une association qui s'appelle le Printemps des femmes. Elles sont venues avec les femmes qui participent à leur réseau. C'est un grand réseau avec beaucoup de femmes de bruxelloises de partout. Et elles sont venues rendre un petit carnet avec des
priorités dedans, avec leurs préoccupations à elles. Et il se trouve qu'elles ont pu venir chacune expliquer aussi leur vécu à la tribune du Parlement, ce qui n'est pas anodin en fait. Le fait de laisser vraiment physiquement des femmes dans toute leur diversité venir expliquer leurs enjeux quotidiens face à des députés, je trouve que c'est une dynamique qui est tout à fait intéressante. Et parmi ces femmes, il y avait des femmes sans papier qui sont venues expliquer, et je m'en souviens fort parce que ça m'a marqué. Elles disaient: les femmes sont invisibilisées dans notre société, les femmes sont invisibilisées encore davantage si elles sont racisées, et si elles n'ont pas de papier, eh bien, elles n'existent pas. Et donc, ça veut dire aussi que toutes les violences qu'elles subissent sont fortement mises à l'écart des projecteurs aujourd'hui. Et donc, c'est aussi dans notre devoir de travailler au Parlement, de parler de ces questions, de faire, dès qu'on a des interventions qui traitent de questions de violence, de pouvoir faire mention de ces femmes et de ce qu'elles vivent. Alors, d'un point de vue très concret, un plan a été lancé par le gouvernement bruxellois, un plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Il va commencer à avoir ses priorités implémentées progressivement pendant les années qui viennent. Dedans, et c'est tout au début, il y a donc le caractère intersectionnel de ce plan qui est mentionné directement. Il fait plus de 200 pages, c'est Equals Brussels qui l'a piloté, donc c'est quelque chose d'assez précis, avec à chaque fois des objectifs et des moyens pour y parvenir. Et donc, il y a une mention évidemment de tous les groupes vulnérables. On parle des migrants, on parle des victimes de la traite des êtres humains, des personnes qui se prostituent. Enfin, vraiment, on a essayé d'avoir dans l'approche du gouvernement quelque chose d'assez large. Et alors, un deuxième aspect qui me semble très important aussi, c'est l'implication évidemment du secteur associatif. Et donc, ça tombe bien, on vient juste de voter dans la commission égalité le budget pour l'égalité des chances pour 2021. Donc, il y aura une augmentation très forte de ce budget, avec notamment 600 000 € dédiés au soutien aux associations. Et donc, il y aura des appels via Equals Brussels. Et donc, on espère évidemment que les associations que vous représentez, qui nous écoutent ici, pourront prendre leur part et leur place là-dedans. Voilà. Okay. C'est un peu tout ce que j'ai condensé. Il y aura encore des questions juste après. Donc, c'est d'abord un tour de table des initiatives ou des réactions plutôt des différentes entités politiques par rapport aux recommandations du GAMS. Mais je pense que c'est déjà une réponse qui est bien fournie et on reviendra là-dessus. On reviendra vers vous, Margot. Du côté de la région wallonne, du côté Thérèse Legros, donc vous qui êtes conseillère auprès de la ministre Moriel, tout à l'heure, on avait le témoignage de Robin Blondiot. Et il nous parlait de la difficulté de trouver des places dans les maisons d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences. Alors, est-ce que la ministre Moriel, qui a déjà fait une grande avancée avec le décret accompagnement des victimes, a le projet de créer des maisons d'accueil sans critères de statut où des femmes sans papier pourraient trouver refuge, par exemple? Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour l'étude et la présentation qui était fort intéressante. Si je peux me permettre de faire 2-3 petites remarques par rapport à l'étude avant de venir aux questions d'hébergement. Ça montre à quel point il y a encore vraiment beaucoup de chemin à parcourir pour lutter contre certains stéréotypes qui ont la vie dure, que ce soit dans les communautés de personnes migrantes ou encore chez nous en Belgique. Et ça montre aussi à quel point le travail de conscientisation de la population et des jeunes dès le plus jeune âge est important et certainement que les mesures en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle doivent jouer aussi un rôle essentiel pour lutter contre tous ces stéréotypes et ces préjugés. J'ai aussi été interpellée par les réponses par rapport aux services et à la confiance qu'on pouvait avoir en certains services. Je suis ravie de voir que ça contredit peut-être aussi d'autres études, mais le fait d'avoir confiance en certains services comme la police, les avocats, les services d'accompagnement de femmes, voilà, je trouve que c'est très réjouissant. Par contre, je suis interpellée, et là, il faudra peut-être faire quelque chose aussi
sur le fait qu'on a moins confiance ou qu'on a été moins satisfait sur les conseils par téléphone ou en ligne, parce que je pense que ces services sont centraux aussi dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Bon, ça c'était un petit aparté sur la présentation. Pour répondre à votre question, je dois préciser que le gouvernement wallon, en collaboration avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la COCOF, sont sur le point d'adopter le plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un point qui passera au gouvernement de la semaine prochaine, le 26 novembre. Donc, j'ai l'occasion ici de vous présenter des intentions qui sont reprises dans ce plan, qui ne sont pas encore adoptées par les différents gouvernements, mais je vous les donne déjà en première, et donc sous réserve de l'acceptation des différents gouvernements. En tout cas, ce plan intra-francophone se veut s'inscrire dans la lignée des exigences de la Convention d'Istanbul, du récent rapport d'experts Grevio sur la mise en œuvre par la Belgique de la Convention d'Istanbul, et la question de l'hébergement est effectivement un des accès importants de ce plan. On sait qu'en Belgique, et donc ça, M. Blondiot l'a souligné, la capacité d'accueil, donc les maisons d'accueil pour femmes victimes de violences sont généralement saturées. Et c'est vrai que dans un contexte de crise sanitaire, la situation est encore un petit peu exacerbée parce que les maisons d'accueil doivent, elles, réduire leur nombre de places d'accueil pour réserver des places pour les sas d'entrée, pour les mises en confinement, donc ce qui, à la fois, elles ont une augmentation de demande et une diminution de places disponibles. Alors, il y a des mesures qui ont été prises spécifiques pour faire face à cette situation pendant la crise sanitaire. Le gouvernement wallon a accordé des aides spécifiques aux maisons d'accueil pour pouvoir prendre et libérer des places alternatives de logement qui sont notamment l'allocation de places dans des hôtels ou encore le fait de pouvoir occuper des centres de jeunesse ou centres provinciaux pour accueillir les femmes. On sait que c'est une situation qui est vraiment ici exceptionnelle et qui n'a pas vocation à perdurer. La volonté du gouvernement wallon, c'est de pouvoir, dans un premier temps, évaluer et objectiver les besoins en place d'accueil dans chaque province et d'avoir vraiment un état des lieux de la situation en matière d'accueil pour pouvoir, une fois objectivé, prendre des dispositions qui correspondent vraiment à une situation réellement identifiée. Donc, l'objectif en 2021, c'est de pouvoir lancer une étude qui permettrait d'objectiver cette situation, d'avoir une cartographie précise de la capacité d'accueil, de la configuration des hébergements. On sait que, pour parler un petit peu d'intersectionnalité, que certains profils de femmes trouvent moins facilement des hébergements en maison d'accueil. Et je donnerai l'exemple de femmes qui disposent d'un handicap, qui ne trouvent pas facilement des maisons d'accueil qui peuvent les accueillir avec leur handicap, ou des femmes qui sont accompagnées d'adolescents. Donc, voir la configuration des hébergements, la durée des hébergements, pointer tous les dysfonctionnements actuels et identifier alors le nombre de places manquantes pour pouvoir réagir adéquatement. Pour pouvoir augmenter le nombre de places d'accueil, il y a la question donc d'évaluer, d'objectiver, puis augmenter le nombre de places d'accueil tout simplement en créant des places spécifiques, mais il y a aussi peut-être la question, et c'est pour ça que ça demande d'investiguer davantage l'état de la situation, c'est d'améliorer les synergies entre la politique de l'accueil, des maisons d'accueil, et la politique du logement. Il y a souvent des transitions, des flux entre les femmes qui sont en maison d'accueil, qui sont alors accompagnées généralement
directement après avoir quitté leur compagnon et qui ont besoin d'être entourés, rassurés, accompagnés pour se remettre, essayer de retrouver d'autonomie. Et puis, il y a les femmes qui vont pouvoir obtenir un logement via des logements sociaux, via des logements de transit. Et parfois, le flux entre les maisons d'accueil et ces logements de semi-autonomie se fait peut-être pas de manière optimale. Donc, tout ça devra aussi pouvoir être évalué. On sait que pour l'instant, au niveau des logements sociaux, les femmes victimes de violences disposent de points de priorité pour bénéficier de ces logements. Peut-être que ce n'est pas la situation optimale en l'état qui leur permet d'avoir plus facilement accès. Donc, tout ça, on sait qu'à Bruxelles, il y a un autre mécanisme. Et donc, tout ça mérite d'être approfondi pour voir comment être amélioré. Et alors, dans le cadre de cette étude qui sera élaborée en 2021, la situation de l'hébergement des femmes en statut de séjour précaire sera bien évidemment examinée au regard des exigences de la Convention d'Istanbul, au regard des remarques qui ont été faites dans le rapport Grevio. On sait que pour l'instant, la participation financière est réglementairement obligatoire pour les femmes. Sauf quelques maisons d'accueil qui accueillent de manière exceptionnelle des femmes pour l'instant en statut de séjour précaire. La réglementation, pour l'instant, ne le permet pas, mais il y a une réelle volonté d'explorer cette situation et de voir comment on peut y répondre en répondant aux exigences internationales. Alors, il y a déjà des pistes aussi qui sont quand même dégagées pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'augmenter le parc locatif. Dès 2021, déjà, la région wallonne va dégager 400 000 € pour lancer un appel à projet de manière à financer du personnel encadrant dans les maisons d'accueil qui vont créer en 2021 des places supplémentaires pour accueillir les femmes victimes de violences. Je m'explique. La ministre de l'Action sociale, la ministre Montréal, qui a également l'action sociale, dans le cadre de ses missions par rapport aux maisons d'accueil, ne finance pas l'hébergement, les structures en soi, mais elle finance le personnel et les frais de fonctionnement. Et donc, pour les maisons d'accueil qui, en 2021, vont créer des nouvelles places d'hébergement, il y aura le financement de personnel qui pourront encadrer et donc de permettre de renforcer déjà les places d'accueil dès 2021. Une autre piste est celle de soutenir les entreprises et coopératives d'économie sociale. La région wallonne soutient déjà des entreprises et des coopératives d'économie sociale pour soutenir toute une série de projets. Et ces entreprises et coopératives d'économie sociale, certaines le sont déjà, mais on voudrait pousser en tout cas à sensibiliser ces entreprises-là de manière à favoriser le soutien de projets spécifiques à l'attention de femmes vulnérables ou victimes de violences conjugales. Et donc, la région wallonne peut accorder des soutiens à ces entreprises, à la fois pour la rénovation de logements et pour la location de logements sociaux à ces personnes fragilisées, dont les victimes de violences conjugales. Et en général, les entreprises d'économie sociale qui travaillent dans ces secteurs-là ont des collaborations avec des opérateurs du secteur associatif qui ont l'habitude d'encadrer ce personnel, qui ont l'habitude d'encadrer ce type de public, et donc avec un réel projet à la fois économique et de construction de logements et à la fois projet social. Et une autre piste également en collaboration avec le cabinet de Christophe Collignon, qui est responsable, lui, du logement,
c'est d'augmenter les logements de transit et de revoir la législation en matière de logement de transit pour permettre d'augmenter à la fois le nombre, mais d'accroître l'accès à ces logements aux victimes de violences. Donc voilà, ça, ce sont notamment des points qui se retrouveront, je l'espère, la semaine prochaine dans le plan intra-francophone. Merci beaucoup, Thérèse. Je pense qu'on reviendra aussi avec quelques questions du public sur des aspects plus précis. On passe maintenant à une réaction du cabinet de Sami Madi avec sa représentante Nina Raux. Dans l'accord de gouvernement, la note des formateurs, dans le chapitre Asile et migration, on a noté qu'il n'y avait aucune mention faite aux violences faites aux femmes, ce qui pose question alors que beaucoup de femmes demandent une protection internationale pour fuir l'excision, le mariage forcé. Alors, n'est-ce pas une priorité qui est reconnue par le nouveau gouvernement? Est-ce que cela va être revu par le secrétaire d'État? Bonjour. D'abord, bonjour à tout le monde et merci pour vos interventions. J'étais aussi là ce matin pour la conférence en néerlandais, mais c'était quand même intéressant de suivre en français aussi, comme il y avait des autres intervenants. Donc, encore, merci pour le travail. Je pense que le We Access, c'est vraiment un bon travail pour tout le monde qui travaille sur le terrain, mais aussi pour le gouvernement pour travailler avec vos recommandations. Dans l'accord du gouvernement et dans notre note de politique, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, pas de souci. On l'a présenté hier, notre note de politique au Parlement, mais on met quand même le focus sur les personnes vulnérables, y compris les femmes en soi et les victimes de, par exemple, violences sexuelles. Donc, il y a quand même un focus et on estime quand même très important d'aller plus loin que ce qu'on fait déjà. Donc, on partage vos remarques et on sait bien, on est bien au courant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain au sujet de l'asile, l'accueil, le regroupement familial, la traite des êtres humains, par exemple. Il y a déjà beaucoup qui existent par la société civile qui l'a organisé, mais aussi au sein des administrations. On l'a déjà mentionné, par exemple, le CGRA, les Protection Officers qui sont quand même formés, peut-être pas tout le monde et peut-être pas régulièrement, mais on essaie quand même d'améliorer ça. Donc maintenant, c'est le temps pour nous pour trouver les trous dans la politique et les lacunes et pour améliorer notre politique pour les femmes, pour protéger les femmes en soi et les femmes qui sont victimes ou qui risquent d'être victimes de la violence. Par exemple, pour attacher plus d'importance aux interprètes, aux formations du personnel de première ligne. On a déjà travaillé dans le passé avec GAMS, FEDASIL l'a déjà fait pour former le personnel, les assistants sociaux par exemple. C'était sur base des projets, mais j'imagine que ce serait mieux et FEDASIL est partant pour faire ça aussi sur une base plus structurelle pour avoir le personnel bien informé, bien formé, pour voir des signes, pour savoir comment agir et tout ça, et comment réagir s'il y a quelqu'un avec une histoire et tout ça. Donc, FEDASIL, mais aussi les personnes de l'Office des étrangers qui font des interviews, qui sont parfois la première personne en Belgique qui voit, que voit la femme. J'entendais déjà l'inquiétude et je voyais aussi dans le chat du statut de séjour d'une mère, par exemple, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, mais sa fille quand même, sur base de risque de mutilation génitale. Donc, c'est vrai que le CGRA a changé la pratique, donc il faut passer par une régularisation maintenant et ça prend du temps. C'est pas évident.
on va proposer une réforme du regroupement familial, mais comme vous savez, c'est pas très évident, c'est pas facile. Il y a beaucoup de questions qui viennent avec. Mais on regarde déjà la question parce qu'avant, quand le CJRA reconnaît quand même les parents avaient l'obligation d'avoir une attestation médicale chaque année pour prouver que la fille n'est pas devenue désolée, je suis pas francophone et je dois parfois chercher mes mots. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Et cette protection n'existe plus vu que maintenant ça passe par une régularisation par l'Office des étrangers. Donc on est en train de regarder si jamais on peut prendre cette bonne pratique pour comment protéger la fille, mais aussi les parents en question parce que c'est pas toujours de leur faute, comme on dit, de voir si ça peut être une modalité ou oui, qu'ils doivent aussi envoyer cette attestation médicale chaque année pour protéger la famille. J'ai bien noté qu'il y a un rapport entre Nansen et GAMS qui va sortir sur la jurisprudence du CCE et comment améliorer ou comment mieux former les juges ou pour uniformiser la pratique. J'attends ça avec impatience. C'était tout pour maintenant. Merci pour votre attention. Toujours un petit décalage. Merci beaucoup. Et alors, la dernière intervention, c'est pour Amélie Servotte, la chef de cabinet de Sarah Schlitz. Alors, la région Wallonne a montré l'exemple en agréant en fait des services d'accompagnement de victimes de violences de genre, qui permet ainsi un accès gratuit aux services. Alors, qu'est-ce qu'il en est du côté de Bruxelles et de la Flandre? Pourquoi est-ce qu'il y a encore une disparité en fait au niveau national? Et est-ce que dans votre fonction, vous allez pouvoir en fait exiger une harmonisation entre les régions en matière d'aide aux victimes? Merci beaucoup, Safia. Tout le monde m'entend bien? Génial. Mais donc, je vous prie d'excuser la secrétaire d'État qui a eu un empêchement de dernière minute et je suis ravie de la représenter aujourd'hui dans le cadre de la clôture de cette journée essentielle pour les droits des femmes migrantes. Hein. C'est grâce à vous et grâce à ce genre de réunion qu'on peut avancer dans la bonne direction. Et le projet européen Access, clairement, a aidé à financer toutes les conclusions qui sortent aujourd'hui et qui sont essentielles pour guider le travail politique. Donc, je salue mes collègues aussi par rapport à leur présentation et ça fait plaisir de voir que ça bouge à tous les niveaux de pouvoir. Et donc, par rapport justement à la région Wallonne, j'entends la question qui est de dire qu'elle a montré l'exemple, c'est vrai. En ce qui concerne l'agrément des services de lutte contre les violences faites aux femmes, le dispositif il permet de stabiliser financièrement les structures et ça permet aussi de reconnaître leur travail. Donc, comme vous le savez, la compétence de l'égalité des genres, c'est une compétence transversale au sein du gouvernement fédéral. Et donc, quand on entend qu'il y a une bonne pratique qui se passe au niveau de la région, quel levier est-ce qu'on a, nous, au niveau du fédéral? Mais c'est de porter le sujet en conférence interministérielle. Donc, on sait qu'à l'initiative de plusieurs ministres femmes, il y a une conférence interministérielle droits des femmes qui a été créée. Et c'est vraiment une initiative qu'on salue et la secrétaire d'État va y participer activement. Mais donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut porter le sujet et dire, ben voilà, à Bruxelles et en Flandre, quid par rapport à ce dispositif d'agrément qui a été mis en place. Et donc, dans le respect des compétences des entités fédérées, le fédéral ne peut pas exiger des régions qu'elles mettent en place le même dispositif. Donc, on va être beaucoup dans l'encouragement, si je puis dire, des régions. Et donc, ça peut passer par la conférence interministérielle des droits des femmes va visiter une structure agréée en Wallonie. Et donc, on est dans une dynamique où on pousse les collègues des différents gouvernements à prendre en compte les bonnes pratiques à d'autres niveaux de pouvoir. Et en particulier, là, c'est le niveau régional. Donc, la région flamande et la région bruxelloise prennent exemple sur la région wallonne. Alors,
Safia, est-ce que je peux continuer sur d'autres points que je souhaitais développer? Parce que là, c'était pour répondre à ta question. Oui. Tu peux encore développer pendant 2-3 minutes, mais on peut dire beaucoup de choses en 2-3 minutes. Ça va, très bien. Je vais essayer d'être synthétique alors. Mais donc, comme ma collègue l'a dit pour… Excusez-moi. Mais donc, dans l'exposé d'orientation politique de la secrétaire d'État, on parle de la Convention d'Istanbul que vous connaissez bien, hein, et notamment on parle aussi du rapport du Grevio qui nous donne toute une série de recommandations et qui montre qu'on a effectivement beaucoup de choses sur lesquelles on doit encore travailler. Et donc, la secrétaire d'État, elle va, analyser toutes les politiques menées par ses collègues au sein du gouvernement fédéral pour faire ce qu'on appelle du gender mainstreaming, hein. Donc, on va analyser la dimension de genre dans chacune des politiques qui est menée. Et là, non seulement la dimension de genre est importante, mais on va avoir aussi la dimension intersectionnelle, hein. Donc, quand il y a des discriminations multiples qui peuvent être opérées et qui doivent être prises en compte, on va regarder à la vulnérabilité des femmes. Et donc, on parlait du public vulnérable. Les femmes sont un public vulnérable, mais elles doivent quand même être citées en tant que telles. Donc, ce n'est pas suffisant de dire elles se retrouvent dans les groupes vulnérables. Il faut aussi pouvoir les nommer. Comme quand on parle de violence de genre, on doit aussi parler de violence contre les femmes. Et ce n'est pas pour rien que la conférence interministérielle droits des femmes, précisément, cite les femmes. En l'occurrence, concernant la lutte contre les violences basées sur le genre, on doit beaucoup travailler avec le secrétaire d'État à l'asile et à la migration et avec le ministre de la Justice aussi pour mettre la Belgique en conformité avec l'article 59 de la Convention d'Istanbul. Je vais soutenir aussi mon collègue en charge de l'asile et de la migration afin de s'assurer que tous les intervenants de la procédure d'asile qui sont au contact des demandeuses d'asile, donc que ce soit l'Office des étrangers, FEDASIL, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil des contentieux des étrangers, mais donc que les fonctionnaires soient suffisamment formés aux discriminations et aux violences basées sur le genre. La formation, c'est vraiment indispensable. En associant aussi le ministre de l'Intérieur, on va veiller à ce que toutes les victimes de violences de genre en Belgique aient accès à l'aide et à la protection dont elles ont besoin, et ce, quel que soit leur statut de séjour. Et toujours en concertation avec le secrétaire d'État à l'asile et à la migration et le ministre de la Justice, on va étudier un changement de législation pour que les enfants risquant d'être victimes de mutilations génitales féminines et d'excision, ainsi que leurs parents, et c'est important parce qu'on le citait aussi, l'exemple des mamans qui n'ont pas la protection de réfugiés, et donc ces personnes reçoivent une protection effective en Belgique. Je vais faire encore un petit focus sur les femmes en situation de handicap, hein. Le cabinet il a entamé des contacts avec les associations de terrain qui accueillent les femmes migrantes en situation de handicap pour faire un état des lieux de la situation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle en Belgique, il n'existe pas de données sur le nombre de femmes réfugiées en situation de handicap qui ont accès aux services sociaux et aux soins de santé. Et donc, les besoins de ces femmes et de ces filles dépassent largement les services mis à leur disposition, en particulier pour celles qui ont une déficience intellectuelle ou sensorielle et qui sont encore plus vulnérables. Et donc, nous travaillons déjà, grâce au travail de Chahine Mohamed, que certaines d'entre vous connaissent certainement, à reconnecter la société civile avec le gouvernement fédéral, parce qu'une des critiques a été clairement la déconnexion entre le politique et le terrain, et nous souhaitons que cette déconnexion, elle n'arrive pas. Et donc, on sera hyper attentive, la secrétaire d'État et tout son cabinet, à ce qu'on puisse recueillir votre input, et notamment en participant à des journées comme celle d'aujourd'hui. Et donc, je remercie l'ensemble des intervenants et des organisateurs TRIS pour leur invitation. Merci beaucoup, Amélie. Je pense qu'on peut passer pour quelques minutes aux questions-réponses. Fabienne, est-ce que tu as épinglé une question pour commencer? Parce que là, je vois que depuis tout à l'heure, on en a quand même reçu quelques-unes. Donc, on parlait de la différence du statut selon si on était sans papier, si on était venu par regroupement familial, mais on parle peu du statut des femmes qui ont un niveau d'études supérieur, qui en fait jouent en leur défaveur au niveau de leur demande de protection internationale. Donc, il y a Mahmoud Saba. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Saba, mais elle est aussi relais communautaire du GAMS. Et Mahmoud Saba, elle souligne le fait que beaucoup de femmes ont reçu des décisions négatives
au niveau du CGRA parce qu'on leur dit non, vous êtes éduqués, vous êtes universitaires. Et c'était de dire parce qu'elles sont universitaires, elles devraient être capables de s'opposer au mariage forcé, de s'opposer à l'excision de leurs filles. Or, on voit que parfois les filles sont kidnappées, sont excisées par la grand-mère paternelle alors que la mère est contre. Donc, même des femmes éduquées ne peuvent pas toujours se battre, en fait, ou alors elles vont à la police dans leur pays par rapport au mariage forcé et on leur dit c'est une affaire familiale, rentre chez toi. Et donc, ça aussi, c'est peut-être pour Nina Rox de faire attention que dans les décisions au niveau du CGRA, que le niveau d'éducation des femmes ne joue pas en leur défaveur. Donc, si on a eu la chance de faire des études, on nous dit, ben non, vous pouviez vous défendre contre les violences. Or, on voit bien ici en Belgique, par exemple, aux violences conjugales aussi, que ça touche tous les niveaux socio-économiques, tous les niveaux d'études. Donc voilà, c'est plus peut-être une remarque, mais à prendre pour le cabinet de Sami Madi. Il y avait une autre question par rapport à la polygamie. Donc, Chris Moison demandait en quoi la polygamie pose-t-elle un problème dans le cadre des femmes migrantes en Belgique. Je ne sais pas si Alimatou, tu veux répondre ou moi je peux répondre, ou si quelqu'un autour de la table. Il y avait la question juridique aussi, comment la polygamie est reconnue ou pas en Belgique. Donc, je sais qu'elle est interdite, la polygamie en Belgique, mais si quelqu'un autour de la table ou moi je peux répondre. Mais... Oui, et puis si vous avez aussi, si le public a des questions aussi à destination des représentantes politiques, puisque elles sont présentes, donc c'est aussi une occasion à saisir. Fabienne? Oui, par rapport à la polygamie. Alors, je crois que c'est Kadia Diallo qui est la présidente et fondatrice du GAMS. Je crois reconnaître sa voix. Voilà, Kadia. Bonjour tout le monde, merci. Non, je vais juste intervenir sur la polygamie, mais vous savez, quand une intellectuelle chez nous, c'est ça qui a renforcé la polygamie, si elle ne veut pas se marier avec un homme qui a plusieurs femmes, elle est systématisée, disant que bon, elle est trop intelligente, qu'elle est plus supérieure que l'homme. Et c'est ça qui amène qu'il y a certaines femmes intellectuelles qui acceptent d'être mariées avec un homme qui a plusieurs femmes. Mais il y a des femmes qui... c'est vrai que la polygamie, elle est là parce que c'est la culture où nous venons, mais c'est pas agréable d'avoir 4 ou 5 épouses, que tu es la 6e ou bien tu es la première. Et surtout au niveau des enfants, que ça pose des problèmes. Mais ce que je veux dire, Kadia, c'est que nous, dans notre pratique au GAMS, on voit beaucoup de violences dans le cadre voilà, de mariage polygame. Et dans la loi belge, justement, comme on ne reconnaît qu'une épouse, ben souvent, celle qui arrive après, elle n'a pas de droit. Et c'est ça, en fait, le problème aussi de manque d'accès aux droits. Et donc, on a beaucoup de situations de violence, en fait, de femmes qui arrivent ici en croyant qu'elles vont être seules avec monsieur et elles découvrent bien qu'elles sont la 2e ou la 3e. Ben oui, mais c'est là le bas blesse parce qu'on ne l'a pas dit dès le début qu'elle a des co-épouses. Et c'est ça le problème. Et c'est là la violence qui commence. Et si elle n'accepte pas, elle est battue, ou bien elle est bannie, ou bien l'homme commence à raconter des histoires. Mais il y a tant de choses qu'on doit faire aussi d'études. Il y a beaucoup de choses qui passent en Belgique ici que méconnues. Et par exemple, je donne un exemple. Un homme qui vient déclarer tous les ans un enfant qui est mère différent, là déjà l'échevine de la commune elle doit quand même avoir une soupçon. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que si chaque année, il déclare des enfants avec un mère différent, il doit savoir que cet homme, il a des épouses différentes. Il ne va pas dire que c'est concubinage ou de quoi que ce soit. Donc, mais la tradition, le mariage traditionnel, pour la Belgique, ce n'est pas reconnu. Parce que ce n'est pas un mariage officiel. Mais il y en a beaucoup des hommes qui sont comme ça ici en Belgique. Et des femmes, ils sont obligés de supporter ça. Et avec les associations qui travaillent sur le mariage forcé, donc le GAMS qui travaille aussi avec la voix des femmes, on va bientôt aussi faire ce travail-là auprès des jeunes
par rapport au poids du mariage religieux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à 16 ans qui sont mariés religieusement et qui pensent qu'elles ne peuvent pas s'en défaire. Et nous, on va faire tout un travail de sensibilisation pour dire que ce mariage-là ne compte pas d'un point de vue légal. On n'est pas passé à la commune et donc on peut toujours dire non. Donc toute la question du consentement, c'est un gros travail. Mais je pense qu'on va revenir peut-être sur… Est-ce que je peux réagir par rapport à la polygamie, Fabienne? Vas-y, ouais. Donc, Samia Issou pour les GAMS Antenne de Liège. On voit beaucoup de femmes qui nous disent clairement que quand elles arrivent en Belgique, elles sont la seule épouse, mais une fois arrivées en Belgique, elles constatent qu'il y a d'autres femmes dans la famille et puis malheureusement le mari menace la femme en disant qu'il peut lui retirer, comme elle vient par regroupement familial, donc il peut lui retirer le papier et tout ça. Donc il y a ces peurs-là aussi et je rejoins un peu notre présidente qui dit qu'il faut être vigilant par rapport dans les quartiers, puis surtout quand il y a un contrôle au niveau des enfants et tout ça. Mais voilà, la crainte est là parce qu'au niveau finance aussi, l'homme s'accapare de revenus de la famille pour pouvoir gérer lui-même et puis partager avec les autres coépouses ici en Europe. Et c'est difficile pour elles. Donc, elle nous apporte beaucoup ces témoignages et elles ne savent pas quoi faire parce qu'elles disent si on quitte notre logement où on est arrivé par regroupement familial, on peut nous retirer les papiers. Donc, là aussi, la loi, elle est très mal faite, que ce soit au niveau, quand elles arrivent en regroupement familial et qu'il y a une violence, il faut qu'elles vivent 5 ans chez les maris pour obtenir le papier. Et des fois aussi, elles ne sont même pas déclarées en tant qu'épouse. Elles restent là, elles ne quittent pas, il y a la violence conjugale. Ensuite, ils s'accaparent de tout ce qui est finance et tout ça. Donc, il y a beaucoup de précarité à ces niveaux-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore prendre peut-être deux questions encore, je pense. Alors peut-être c'est pour la coordination entre les cabinets Sami Madi et Sarah Schlitz par rapport à l'article 59 justement de la Convention d'Istanbul. Hein. La question, comme évoquait Samia, quid des femmes qui viennent juste d'arriver par regroupement familial, qui sont dépendantes pour leur statut de séjour du fait de vivre toujours en couple, en fait. Et on a vu que ça pose un problème. Normalement, toute femme devrait pouvoir sortir d'un foyer violent et trouver un refuge, mais on voit que certaines ont perdu leur statut de séjour. Donc, Amélie avait commencé à dire qu'elle allait travailler avec sa secrétaire d'État sur l'article 59. Je ne sais pas si peut-être elle peut préciser un peu plus. Donc évidemment, c'est une situation dramatique hein, quand on est quand on doit rester dans une situation de violence parce qu'on a peur de perdre son titre de séjour, c'est inacceptable. Hein. Et donc c'est en ce sens qu'on doit travailler avec notre collègue secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Voilà. Alors il y a une autre... si tu le permets, c'est vraiment, je pense, le point que vous venez de souligner, c'est un point fondamental parce que quand elles vont exercer leurs droits, et elles le font. Et je pense qu'il y a des initiatives positives à Bruxelles, en Région Wallonne, en Flandre, mais qu'elles font valoir leurs droits au niveau des tribunaux, de la police. Il faut vraiment qu'elles aient leur statut qui soit protégé pendant toute la durée de la procédure, parce que ça, c'est des enjeux que les auteurs utilisent énormément et elles ont peur et ça crée des réseaux parallèles. Et c'est à ce moment-là qu'elles partent, qu'il y a de la traite des êtres humains, etc. Et donc ça, je pense que ça concerne vraiment tous les niveaux de pouvoir. Et le fait qu'elles puissent être protégées avec des structures qui les accueillent, c'est vraiment ça. Le masque. Ah oui, désolé. Mais il faut… si ces femmes-là portent plainte et qu'elles se défendent, elles doivent être protégées dans leur statut. Ça, c'est vrai que c'est un élément de la politique fédérale, mais elles doivent être protégées parce il y a trop de soupçons. On va penser c'est des bébés papiers, des mariages arrangés, ce genre de choses-là, mais les situations de violence, elles demeurent. Et donc, la protection au moment où elles font valoir leurs droits auprès des autorités qui sont compétentes, donc la police fédérale, les services de traite des êtres humains, la justice, les tribunaux de la famille, etc.,
la protection de leur statut doit vraiment être important. La Belgique, elle est ciblée au niveau européen dans le rapport du Grevio et tout ça parce que elle est à côté au niveau de ses engagements. Donc, il faut vraiment le faire. On peut faire toutes les préventions qu'on veut. Si on les protège pas à ce niveau-là, on aura toujours ce genre de cas. Et pour rebondir, pour les associations de terrain comme Médecins du Monde, comme le GAMS qui fait des maraudes aussi près de la gare du Nord avec les personnes transmigrantes, je sais que parfois entre nous, quand il y a des femmes victimes de violences, puisqu'elles sont en situation illégale, on est en train de se demander, bon, on va aller à l'hôpital pour soigner les conséquences médicales, mais est-ce qu'il faut porter plainte? Parce qu'avec le risque qu'elle soit expulsée si on porte plainte, parce qu'on s'apercevra qu'elle n'a pas son statut en ordre. Donc, c'est vraiment des grosses questions éthiques qui se posent aussi au niveau des associations de terrain. Fabienne, je voulais aussi rajouter un point quand même sur ces violences, surtout sont victimes les femmes, et aussi surtout la pression au niveau communautaire. Donc, c'est aussi un point fondamental parce que d'où l'importance aussi de faciliter surtout peut-être l'accès aux formations et au renforcement de ces femmes-là pour qu'elles puissent quand même se dissocier parce que des fois, on peut, en tant que professionnel ou au niveau des politiques, faire un beau travail, mais tant qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à se dissocier vraiment, à accepter, c'est-à-dire accepter de se dissocier vraiment de cette pression communautaire, non seulement au niveau des pays d'origine et aussi ici en Belgique. Donc, ça peut aussi, ça peut nous amener des conséquences qu'on a vues déjà tantôt, je crois, dans certaines situations de violence. Excusez-moi, je peux vite intervenir. J'avais levé ma main, moi je pense que vous ne voyez pas, il y a tant de caméras allumées. Voilà, Nina. Ouais. Donc d'abord, il y avait la remarque où des femmes avec un profil universitaire ou quand même qui devaient se défendre elles-mêmes. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas un argument pour ne pas donner un statut de réfugié à quelqu'un. Je vais m'interroger à ce point aussi et prendre contact avec les CGRA pour voir pour connaître leurs pratiques, mais ils sont indépendants, évidemment, de prendre leurs décisions, mais je vais quand même poser la question. Concernant la protection du statut d'une femme qui est venue en Belgique en regroupement familial avec son mari, qui devient victime de la violence, là, je partage votre inquiétude et je suis sûre que tout ne va pas parfait sur ce point-là, mais légalement, si la personne introduit une plainte, son statut est quand même protégé et c'est possible de ne pas perdre son statut, mais il faut quand même informer l'Office des étrangers tout de suite de la situation actuelle de la famille. Mais je suis d'accord qu'au niveau d'information et de sensibilisation des autres personnes qui travaillent sur première ligne, qui devraient aussi être informées sur ça parce que parfois, ils ne connaissent pas ces règles et c'est quand même important d'être conscient. Sur le fait qu'une femme en séjour irrégulier craint une détention, par exemple, parce qu'elle est en séjour irrégulier quand elle va à la police. Oui, je comprends tout à fait leurs soucis. Je peux vous confirmer que c'est pas la priorité de notre politique d'enfermer et de retourner des femmes vulnérables au moment qu'ils prennent contact avec la police. Donc ça je peux dire, je peux pas dire que ça n'arrivera jamais en dépendant du profil et tout ça, parce que légalement la femme est en séjour irrégulier, mais c'est pas du tout la politique qu'on va mener avec ce cabinet. On va essayer de trouver des solutions pour les personnes vulnérables. On va aussi on fait déjà il y a des projets pilotes où on essaie d'informer et de sensibiliser les personnes en séjour irrégulier pour trouver une solution durable. Pour les migrants en transit, c'est pas évident parce qu'ils veulent pas vraiment rester ici, mais c'est un challenge qu'on doit accepter et où on doit trouver des solutions. Par exemple, l'asile peut toujours être une solution pour une femme qui est vulnérable, même si elle veut aller en Angleterre, par exemple. C'est pour ça qu'on veut des teams mobiles sur le terrain pour informer les personnes et pour leur donner les infos nécessaires. Et de toute façon, le focus, c'est pas de
d'enfermer ou d'enfermer les personnes extrêmement vulnérables. Je pense que notre focus est plutôt de leur informer et de leur aider à trouver une solution plutôt que les enfermer. Merci. Merci beaucoup, Nina. Fabienne, voilà, je pense qu'il est pratiquement 16h10. Est-ce que nous clôturons ou bien vous souhaitez encore Margot de Ré qui disait qu'elle avait un petit ajout à faire, et j'avais juste une question d'une participante pour Amélie par rapport à quand on va commencer des statistiques genrées au niveau des violences. Merci beaucoup, Fabienne. C'était juste un ajout parce que d'abord, j'ai plus appris en 2 heures avec vous qu'en des journées à me renseigner sur ce sujet. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Mais donc, ce matin, j'ai un peu contacté justement des centres d'hébergement qui existent à Bruxelles et je me suis rendu compte à quel point les critères d'accès à ces centres d'accueil pour les femmes victimes de violences sont complètement disparates en fait, et par exemple sur le centre Portali on m'a répondu quelque chose, sur un autre centre on m'a répondu autre chose, et donc déjà nous de travailler au niveau de la région à uniformiser et rendre accessible en fait à toutes ces centres pourrait être quelque chose de positif. Je sais que par exemple le centre qui se trouve à la rue Haute pour les violences sexuelles est ouvert à tout le monde. Les personnes qui travaillent là-bas qu'on avait reçues au Parlement nous avaient bien expliqué qu'elles ne demandent rien. Une femme arrive, elle dit j'ai été victime de viol et puis on s'occupe d'elle, et ça c'est vraiment comme ça je trouve que ça doit fonctionner. Il ne faut pas qu'il y ait de frein. Donc voilà, donc dans mes préoccupations au niveau de la région, j'ai bien repéré cet enjeu-là en tout cas, et puis tous les autres, mais aussi celui-là. Dernière question, Fabienne. Amélie sur les chiffres. Oui, j'ai vu la question dans le chat. Et donc, le gouvernement va-t-il recueillir des statistiques sur les violences genrées? Oui, c'est l'objectif. Et d'ailleurs, c'est nécessaire si on veut sensibiliser tous nos collègues au fait les femmes sont plus touchées par les violences que les hommes. Et donc, il y a déjà des statistiques qui existent, mais elles sont clairement insuffisantes. Et là où on doit travailler, c'est avec le ministre de la Justice et avec le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Intérieur. Et donc, par rapport au plan d'action contre les violences intrafamiliales en période de crise sanitaire, on a soulevé cette question de statistiques, et on a vraiment un engagement de la part de nos collègues de travailler à la collecte de données. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps parce que parfois, c'est développer des logiciels ou avoir des éléments techniques qui prennent le temps de leur mise en œuvre. Donc, je ne peux pas m'engager sur un calendrier, mais en tout cas, je peux m'engager sur le fait que nous, on en fait une priorité. Merci beaucoup pour cet engagement qui semble impératif et qui répond, je pense, à des besoins au niveau du terrain. Je peux me permettre de rajouter. Thérèse, oui. Pardon, Safia, d'interrompre. C'était pour peut-être compléter les informations sur les statistiques. Je pense que c'est important de signaler que la Belgique s'est engagée aux côtés d'une série de pays de l'Union européenne pour participer à une grosse étude sur les violences de genre. Et donc, StatBel pour la Belgique va coordonner les travaux. C'est une étude qui va durer 4 ans. L'IEFH a participé aussi. Pour la Belgique, c'est une grosse étude. Ça coûte 900 000 € et chaque niveau de pouvoir y participe vraiment en fonction de ses moyens et de ses besoins. Mais en tout cas, ce qui est vraiment super, c'est qu'on a pu récolter l'entièreté des montants pour que la Belgique puisse y participer et qu'on puisse obtenir alors, déjà en 2022, on aura des résultats intermédiaires, en 2024, des résultats finaux. Mais donc, vaste enquête sur les violences de genre, sur toutes les violences de genre. Et autre aspect qui sera vraiment très intéressant, c'est d'avoir des statistiques comparables avec les autres pays européens qui ont participé à cette enquête, puisque les critères au niveau de l'enquête sont identiques. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Fabienne, quelques mots avec les points clés peut-être que vous avez pointés pour conclure cet après-midi.
Merci, merci Safia. Donc moi, j'ai noté 4 grands points. Donc, de rattraper notre retard, je pense, en termes de connaissances et d'accompagnement des femmes migrantes en situation de handicap, parce que je vois qu'il y a encore, c'est revenu plusieurs fois. Il y a encore un gros travail à faire. Donc, déjà, au niveau du GAMS, moi, en tant que directrice, voilà, je m'engage pour mon association, mais je pense qu'il y aura d'autres assos aussi. Le point 2, c'était par rapport aux subsides. Donc, il y a des chiffres qui ont été donnés. J'ai bien noté 600 000 en région bruxelloise pour des projets. Mais justement, je voudrais qu'on sorte de l'approche projet, qu'on aille plus vers du structurel. Le structurel, c'est souvent un gros mot pour les pouvoirs subsidiants, mais en fait, c'est ce qui permet aux associations de terrain de travailler sur la durée, de pouvoir atteindre des résultats. Et par rapport au projet dans les centres Faits d'Asile et Croix-Rouge, justement, on a été très étonnés que les projets par rapport aux violences faites aux femmes, les subsides se sont arrêtés l'année dernière. On nous avait promis une convention qui n'est pas arrivée. Donc, je sais qu'en ce moment, il y a plein de gens, d'assistantes sociales, d'infirmières des centres qui se demandent quand est-ce qu'on pourra reprendre les formations. Donc, ça, c'est un petit message à Nina Rox, voilà, de préparer la convention pour qu'on puisse continuer le travail. Le point 3, c'est par rapport à l'hébergement. Donc, là aussi, il y a beaucoup de choses. Thérèse Legros l'a dit, Margot Deré a fait elle-même l'exercice d'appeler certains centres d'hébergement. Et effectivement, c'est notre quotidien. Donc, nous, nos travailleuses sociales, elles passent des fois 3 heures, 4 heures à appeler tous les centres un par un. Donc, quand il y a une femme qui a besoin d'un centre, on appelle un. Ah non, nous, on ne prend pas avec les enfants. Nous, on ne prend pas une femme sans papier. Nous, on ne prend pas ça, on ne prend pas ci. Et en fait, c'est super dur de trouver une place. Donc, là aussi, il faudrait un système voilà, de centralisation pour pouvoir trouver très rapidement une place sans que ce soit le travailleur ou la travailleuse sociale qui passe 4 heures à trouver une place d'accueil. Donc, je me réjouis qu'il y aura des avancées par rapport à ça avec ce que Thérèse Legros aussi a annoncé. Et puis, le point 4, c'est la formation des professionnels. On le redit tout le temps, mais je pense que c'est un leitmotiv. C'est formons encore plus. Formons aussi… on n'en a pas peut-être beaucoup parlé aujourd'hui dès le curriculum de base, parce que parfois, nous, on court en tant qu'association à faire des formations continues. Donc, par exemple, c'est pas normal qu'une jeune sage-femme qui sort de l'école après 4 ans d'études, elle ait rien entendu sur les mutilations génitales et quoi faire en cas d'accouchement, et que nous, le GAMS, on soit obligé, par exemple, de faire des formations alors que ça devait être intégré dans le curriculum. Voilà, donc ça, c'est un peu les 4 grands points, migration et handicap, les subsides pérennes, un hébergement accessible à tous, et le 4e point, formation des professionnels sur les violences dès le curriculum de base. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. J'imagine que tout le monde a bien pris note de ces recommandations et aussi de ce besoin d'harmonisation pour permettre aux femmes d'être protégées dans des situations de grande précarité et aussi ayant subi de grands traumatismes. Évidemment, on pourrait continuer ad vitam, mais sans doute qu'il y aura un autre rendez-vous prochainement, j'en suis persuadée. Ça n'est qu'un début. Merci à tout le monde d'avoir été aussi proactif et puis organisé dans un contexte qui est quand même distanciel et qui est pas évident. Et puis voilà, je pense que c'est le mot de la fin, Fabienne. Oui, c'est le mot de la fin. Et pour ceux qui sont en train de travailler encore leur note politique, c'est le moment de faire les dernières retouches et d'y ajouter voilà, la dimension de genre et intersectionnelle. Il n'est pas trop tard.